Les lacs alpins sont des réservoirs d'informations sur le passé. Le sédiment accumulé au fond retrace une histoire chronologique du climat, du sol, de la végétation et des activités humaines de l'époque. Ce sont de formidables archives du passé. C'est l'un des nombreux sujets qui mobilisent le laboratoire Editem, une unité mixte de recherche de l'université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS que j'aimerais vous présenter un peu aujourd'hui. Alors, je suis Pierre Sabatier, je suis maître de conférence en géologie à l'université Savoie-Mont-Blanc, rattaché au laboratoire Editem. Et donc, je fais à la fois ma recherche au laboratoire Editem et mes enseignements en géologie en licence et master. Au laboratoire Editem, c'est un laboratoire pluridisciplinaire, donc en fait, on est quand même assez nombreux à travailler sur des thématiques différentes. Il y a plein de champs disciplinaires différents. Il y a à la fois des collègues qui travaillent en sciences humaines, c'est principalement des géographes ou des sociologues, qui travaillent sur, par exemple, les conflits en montagne ou la patrimonialisation. Ensuite, il y a des collègues plutôt en géographie physique qui travaillent principalement sur la très haute montagne avec le permafrost, les glaciers rocheux, les glaciers. Il y a des collègues chimistes qui travaillent plutôt sur les questions de chimie de l'environnement, à chaque fois chimie des procédés, mais également sur des polluants dans l'environnement. Et puis une partie du laboratoire qui sont des géologues et des écologues qui travaillent plutôt sur la dynamique des processus de surface de la Terre et notamment de la zone critique. Qu'est-ce que c'est que la zone critique ? Alors la zone critique, c'est la mince pellicule de surface de la planète qui intègre différents compartiments, à la fois la biosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et l'atmosphère, sur lequel l'homme vit et dont il tire la plupart de ses besoins en fait. Et cette zone, elle est critique parce que si elle fonctionne pas correctement, nos sociétés peuvent dysfonctionner également. Et donc dans cette zone critique, il y a toute une dynamique d'interaction entre ces différentes sphères, forcées par l'homme, forcées par le climat. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre cette zone critique, comment elle évolue au cours du temps, sur différentes échelles de temps, et ça peut se faire via du monitoring de la zone critique ou via le recours à des archives environnementales. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de recherches en particulier qui sont menées au laboratoire et nous donner un exemple de ce qui se fait actuellement, par exemple, ou qui a été fait dans le passé ? Oui, alors dans l'équipe zone critique, donc on travaille sur la zone critique, mais on travaille de deux aspects différents, à la fois sur les flux de matière et d'énergie entre les différents compartiments et au cours du temps. Et puis sur l'aspect plutôt trajectoire, donc comment cette zone critique elle évolue au cours du temps, avec une profondeur donc temporelle importante. Et pour avoir recours à cette profondeur temporelle, on utilise notamment des archives sédimentaires, donc des carottes sédimentaires, notamment lacustres. Et comme ça, on peut essayer de remonter à la fois la dynamique de cette zone critique, comment est-ce qu'elle évolue, et aussi au forçage qui impacte cette zone critique. Donc par exemple, dans le passé, dans le cadre de la thèse de Manon Bajard, on a beaucoup travaillé sur des lacs de différentes altitudes dans les Alpes, et essayer de comprendre comment évoluer les sols, qui sont un petit peu le cœur de la zone critique, dans lequel il y a plein d'interfaces qui interagissent, et essayer de voir ce sol, comment il se forme à la suite de la dernière période glaciaire, et comment il se transforme à travers les températures qui sont plus clémentes, à travers la végétation qui s'installe, et puis ensuite, comment est-ce qu'il est perturbé avec les activités humaines, telles que le pastoralisme, l'agriculture, par exemple. Et donc, dans ces reconstitutions de trajectoires d'évolution de la zone critique, on s'est beaucoup intéressé dans le passé à l'érosion physique, c'est-à-dire l'homme ou le climat va impacter le sol, la roche, et va créer de l'érosion. Cette érosion, elle va avoir un impact sur la zone critique, évidemment, puisque, par exemple, pour l'agriculteur, plus d'érosion, ça veut dire une perte de terroir. Et donc, c'est principalement ça sur lesquels on a travaillé dans le passé. Et l'arrivée de Mathieu avec son projet ERC a été d'essayer de prolonger ce travail qu'on a fait sur l'érosion physique, mais cette fois-ci sur ce qu'on appelle l'érosion chimique. C'est-à-dire comment les sols vont réagir avec tous ces processus qui interagissent sur la zone critique et comment ils vont se transformer au cours du temps, mais d'un point de vue plutôt chimique, en fait, quelles sont les transformations minérales et comment est-ce qu'on va pouvoir l'enregistrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas du tout dans le passé et qui est extrêmement complémentaire de ce qu'on a pu faire. Et donc ça va permettre d'avoir une vision un peu plus holistique de la zone critique. Un peu plus globale. Ouais. Je suis Mathieu Délinger, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Editem depuis quelques années, depuis 2022. Donc c'est toi qui portes le projet Lake Switch. En quoi est-ce qu'il consiste? Comment est-ce qu'il est financé? Comment il est né? Donc le projet Lake Switch, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne, par le Conseil de recherche européen, ce qu'on appelle l'ERC. C'est un projet qui a été financé à hauteur de 1,5 million d'euros sur 5 ans. Donc c'est vraiment un gros projet qui a commencé en 2022 et qui doit s'achever en 2027.
Donc moi, ma question principale de recherche, c'est de déterminer comment les processus d'altération des roches façonnent la zone critique. Donc l'altération chimique, c'est la transformation d'une roche non altérée sous l'action de l'eau et d'un acide, et ça va libérer des ions en solution, des ions dissous, et ça va aussi amener à la formation de minéraux secondaires d'altération, notamment les argiles, qui vont constituer le sol. Et donc c'est un processus fondamental, c'est à l'origine de la formation des sols. Ça va libérer les nutriments qui sont nécessaires à la croissance des écosystèmes. Ça va contrôler en partie la qualité de l'eau. Et aussi, c'est un processus qui influence le cycle du carbone sur différentes échelles de temps. Donc l'objectif de ce projet, c'est de reconstruire les variations des conditions d'altération des roches et de formation des sols dans les Alpes françaises au cours des 12 derniers 1000 ans, donc qui correspond à la période qu'on dit de l'Holocène, et en particulier de regarder quels sont les impacts des changements climatiques et des changements de pratiques humaines sur l'évolution des sols et de l'altération. Comment est-ce que vous comptez répondre à cette question ? Pour répondre à cette question, pour reconstruire les variations d'altération passées, on peut notamment regarder dans des carottes de lacs. En fait, les lacs vont enregistrer les produits de l'érosion et de l'altération des roches d'un bassin versant. Et donc ces sédiments vont se déposer en couches et former donc des dépôts sédimentaires. Et donc on peut remonter aux conditions d'érosion et d'altération dans le passé. Donc vous faites ça sur quel lac ? Ce projet, il va en gros essayer de développer des nouvelles méthodes sur 4 lacs en particulier. Des lacs de différentes tailles et différentes altitudes. Donc le plus gros d'entre eux, c'est le lac du Bourget. Il y a aussi le lac d'Aiguebelette. Ensuite, on a 2 lacs qui sont plus en altitude. Il y a le lac de la Tuile dans le massif des Bauges, qui est situé environ entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Et enfin, le lac Robert, qui lui est situé dans le massif de Beldon et plutôt à 2000 mètres d'altitude. La deuxième originalité du projet, c'est, donc jusque-là, ce qui a été principalement fait, c'est de regarder donc les sédiments qui proviennent de l'érosion du bassin versant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va regarder non pas l'érosion physique, mais l'érosion chimique. Et on va essayer de regarder en fait comment la composition de la phase dissoute a varié au cours du temps. Et pour ça, on va s'intéresser aux minéraux qui précipitent dans les lacs, comme par exemple le carbonate de calcium, la calcite, ou encore les tests de diatomée, qui sont constitués de silice biogène. Donc ce sont des minéraux qui vont se former dans le lac, et qui vont donc incorporer des éléments chimiques et des isotopes qui étaient présents dans la phase dissoute, dans l'eau, dans la structure des minéraux. Et donc, elles vont quelque part enregistrer la composition de l'eau au moment où ils se forment. Et donc ça, c'est une nouveauté principale, que ça veut dire que du coup, on va pouvoir vraiment tracer l'évolution de la composition de l'eau, qui, elle, est influencé par les processus d'altération et de formation de sol. Donc un atome, c'est constitué d'un noyau qui a des protons et des neutrons et avec des électrons qui gravitent autour. Et en fait, 2 isotopes, ils ont un même nombre de protons, mais ils ont un nombre de neutrons différents. Donc il s'agit du même élément, mais c'est des atomes qui ont des masses légèrement différentes. Et donc du fait de cette différence de masse très légère, ils vont se comporter différemment pendant l'altération. Et donc on va notamment avoir le lithium lourd, le lithium 7, qui va préférer rester en solution, alors que le lithium léger, le lithium 6, lui, va avoir plus d'affinité avec les argiles, et donc il va plutôt se retrouver dans les sols. Donc du fait de cette répartition différentielle, on va pouvoir vraiment très bien tracer la transformation de roches en sol. Donc tu dis qu'il y a 2 work packages qui sont basés un peu sur le présent, sur ce qu'on observe aujourd'hui, pour que la troisième partie puisse reconstituer ce qui se passait dans le passé, c'est ça ? Voilà. Donc en fait, il y a vraiment 3 volets, 3 work packages. Le premier, c'est l'étude des bassins versants, à l'actuel. L'étude du lien entre nos traceurs géochimiques, comme les isotopes du lithium, et les flux d'érosion chimique ou les conditions d'altération. Le deuxième, il est centré sur l'étude des lacs à l'actuel, pour savoir comment nos traceurs s'enregistrent dans les archives, dans les minéraux qui précipitent dans le lac à l'actuel. Nous faisons un suivi des paramètres physico-chimiques du lac et des sédiments qui se déposent dans le lac
pour essayer de regarder comment nos traceurs géochimiques s'enregistrent dans les archives qui nous intéressent, le carbonate de calcium et la silice biogène. Et le troisième volet, lui, il est vraiment basé sur les carottes sédimentaires pour reconstruire comment notre traceur de l'altération a varié dans le passé. Donc en fait, la manière dont j'ai structuré le projet, c'est vraiment par cette approche qu'on appelle l'approche source-puits, donc du bassin versant, en passant par le lac et vers les carottes sédimentaires. Donc en fait, ça suit la trajectoire, quelque part, de nos ions qui sont mis en solution par l'altération, qui arrivent dans le lac, puis qui sont piégés dans le carbonate de calcium, et ensuite qui se déposent dans le sédiment pendant des centaines et des milliers d'années. Il faut donc décortiquer un peu le travail à faire avant de tout comprendre de l'érosion du passé. Pour cela, il faut donc d'abord étudier comment ça fonctionne aujourd'hui dans le présent. So I am Akansha Praharaj. I am a PhD student in this project. I am actually now in my 4th year. And I'm working on lithium isotope and how we can apply it for understanding chemical weathering. Yes, I worked a lot in the lab. So I worked on different types of experiments. So I worked on natural environmental samples, and I also worked on some experimental samples in lab. On the natural sample side, I worked on river water, and I analyzed the lithium isotope composition, the strontium isotope composition, and the trace element composition. And on the experimental side, I synthesized synthetic clay to understand how lithium is taken into the clay. For my project, the goal is to, the broad goal is to understand chemical weathering. And for understanding chemical weathering, we are trying to focus on the present of chemical weathering, what is the rate of chemical weathering right now in the modern environment, how it is affected by hydrology, like the water transfer time or how the water flows in a river basin, or what is the effect of erosion, soil erosion, what is the effect of vegetation on chemical weathering. So all these information that I'm trying to understand with mine. So in that aspect, what I do is I have some river basins for which I have collected samples, water and soil and sediment samples, and I analyze the lithium isotope composition and the strontium isotope composition of those natural samples to understand how it works in the modern environment. Why I use lithium isotope? Because lithium has two isotopes. One is a lighter isotope, one is a heavier isotope. And in chemical weathering, we have two important steps. So first one is primary mineral dissolution, in which rocks react with atmospheric carbon dioxide and water to form like dissolved elements, which works as nutrients in the system. So like the rocks form these dissolved nutrients, or like your elements like potassium, calcium, sodium, which goes into the plants or ecosystem, or like into the water, and they form like this, they serve as a nutrient. And second step of chemical weathering is secondary mineral precipitation, so in which usually clay minerals are precipitated. Clay is an important part of soil. So like soil has different component, but clay is something that also contributes to formation of soil along with organic matter and other stuff. During the first step, where primary minerals get dissolved, lithium does not fractionate. So like when we have the first step of chemical weathering, the lithium of the rock will be the same as that of after the first step, after the dissolution happens. But when soil formation happens, lithium takes the clays take the lighter lithium. So then the remaining water will be heavy in isotope, because you are removing the lighter one, so there is more heavy isotope in the water system. So because of that, it's a very good signature for
understanding clay formation, and that can give you information about soil formation or soil degradation if you are working on like past something or even for present things. And in experimental side, what we are trying to do is so lithium is a good fingerprint for chemical weathering for secondary clay formation, but there is very few studies which actually quantify like when clay form, how much of the 6 lithium how much of the lighter lithium they take, what is the exact value. So there I am working on to make it more understanding or understand it better. Et donc l'intérêt de ce suivi, c'est qu'en fait, ce que l'on sait à partir des expériences de laboratoire, donc c'est-à-dire de précipitation de calcite en conditions contrôlées dans un bécher en laboratoire, c'est que ces paramètres-là que j'ai mentionnés, la température, le pH, la composition de l'eau, mais aussi la vitesse de précipitation de la calcite, sont des paramètres qui vont influencer sur la manière dont notre traceur est enregistré dans l'archive. Et un point important, c'est donc notamment aussi de reconstituer les vitesses de précipitation de cette calcite dans l'eau du lac. Et donc pour ça, on a besoin de collecter les sédiments, de mesurer la composition de l'eau, de connaître le pH. Voilà. Donc finalement, ce suivi il a permis de faire le lien entre le laboratoire, donc l'expérimental pur, et le milieu naturel. Voilà, tout à fait. On a vraiment pu comparer ce que l'on trouve dans le milieu naturel, c'est la même chose qu'au laboratoire, et la réponse c'est ça dépend. Voilà, il y a certains traceurs pour lesquels on voit qu'effectivement les expériences en laboratoire ont montré que la vitesse de précipitation de la calcite influençait les isotopes, et on a retrouvé la même chose dans notre suivi des lacs. Et par contre, pour certains autres traceurs, on n'a pas du tout retrouvé les mêmes relations en fait. Maintenant, on comprend mieux comment s'articulent les flux d'érosion et les enregistrements qu'on peut retrouver dans les carottes sédimentaires. On peut alors tenter de remonter le temps et utiliser les traces laissées dans les paysages et les sédiments pour reconstituer ces mêmes flux d'érosion dans le passé. William Rapuc, j'ai été postdoctorant dans le cadre de l'ERC LegSwitch de Mathieu Delinger pendant 3 ans au laboratoire Editem, où j'avais fait ma thèse initialement et où j'avais travaillé essentiellement sur les sédiments de lac et ce qu'on arrive à enregistrer du fonctionnement de l'environnement et de la zone critique autour du lac et dans son bassin versant au cours du temps. Une partie donc des résultats a déjà été publiée l'année dernière, donc en 2025 dans PNAS, dans les revues PNAS. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet article, sur quoi il portait, et de ses résultats, ses objectifs aussi? Oui, bien sûr. Donc ce travail, c'est en quelque sorte la continuité et le lien entre ma thèse et le projet ERC, qui présente plusieurs similitudes, notamment de s'intéresser au lac du Bourget. Donc c'est un travail qu'on a réalisé sur le lac du Bourget, à partir des carottes de sédiments qu'on avait extraites en 2018 et 2019 pendant ma thèse. Je dis que c'est le lien parce que il fait suite à un premier article qu'on a publié dans Nature Communication en 2024 et où là on s'intéressait à essayer de quantifier l'impact des activités humaines et des fluctuations du climat sur les 10 000 dernières années sur l'érosion des sols dans les Alpes du Nord, dans les Alpes françaises du Nord, on va dire, en gros, dans le bassin versant du lac du Bourget qui s'étend de la vallée de Chambéry jusqu'au sommet du Mont Blanc. Ok, donc ça c'est la première partie, c'est cette quantification des effets des activités humaines sur l'érosion. Et dans le papier dont tu parles dans PNAS, on est allé un peu plus loin et là on a introduit l'utilisation des isotopes du lithium pour essayer de compléter les informations qu'on avait sur l'érosion des sols et d'aller jusqu'à essayer de comprendre quels avaient été les effets des activités humaines notamment sur l'évolution des sols. Non plus seulement leur érosion, mais la dynamique des sols au cours des 10 000 dernières années. Donc en fait, dans ce travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les isotopes du néodyme et du strontium, essentiellement du néodyme, pour tracer l'origine des particules et du sédiment qui arrive et qui se dépose dans le lac. Donc on est allé dans le bassin versant, prélever des sédiments de rivière,
pour pouvoir dire, OK, à telle période, le sédiment vient plutôt de telle zone ou plutôt de telle autre zone. On a combiné aussi ces informations avec des données d'ADN sédimentaire piégées dans d'autres lacs dans le bassin versant à différentes altitudes pour savoir si les activités humaines étaient plus ou moins intenses en fonction des tranches d'altitude et au cours du temps, pour avoir une idée de où est-ce que exactement avait lieu l'érosion, aussi pour savoir à quel type d'activité elle était liée, mais on pourra y revenir. Et donc on avait déjà des notions assez importantes de comment fonctionnait le bassin versant, et grâce à ça, et seulement parce qu'on a ce genre d'informations, on aurait pu avoir ce genre d'informations avec d'autres outils, mais parce qu'on a ce genre d'informations, on arrive à dire, OK, quand mon signal de lithium il fluctue, il diminue par exemple, on sait que ça va être plutôt parce qu'on a du développement de sol. Et ensuite, donc quand on est plus négatif. Et quand on est un peu moins négatif, qu'on va vers des valeurs plus proches des valeurs positives, là on peut savoir si c'est lié à des phénomènes qui vont se passer dans le sol, ou si c'est parce qu'on a de l'érosion et de la dégradation des sols. Donc le lithium, dans ce cadre-là, il va pas nous servir de traçage de source. Ça, c'est parce qu'on a utilisé d'autres méthodes, notamment le néodyme. Mais le lithium, lui, va nous renseigner sur l'état des sols au moment où ils sont érodés. Savoir si notre sol, il est bien développé, avec épais, plusieurs horizons. Plus on a d'horizons et plus notre sol est développé, plus la signature isotopique du lithium dans le sol va être différente de celle de la roche-mère dont le sol, où le sol s'est développé. Donc effectivement, c'est plutôt simple sur les premiers 5000 ans. Voilà. Okay. Il y a peu d'érosion, le climat est stable, la végétation se développe et les sols se développent dans le bassin versant. Alors il faut imaginer que tous ne vont pas se développer au même rythme. Il y a une différence temporelle entre la partie basse du bassin versant. On peut imaginer que autour du lac, il y a 10 000 ans, les sols sont déjà bien développés parce que les glaciers se sont retirés il y a longtemps. Et le développement va se poursuivre avec l'altitude. Plus on va monter, plus il va être tardif. Donc il y a un découplage altitudinal, on va dire, de développement des sols. Mais globalement, partout dans le bassin versant, sur ces 5000 premières années, on va avoir le même phénomène, le même processus qui va s'appliquer au sol. Et à partir du moment où on met de l'humain dans l'équation et qu'on commence à avoir des activités humaines qui se développent dans le bassin versant, donc à partir de 3800 ans avant aujourd'hui, là, ça va être hétérogène dans le bassin versant. Il va y avoir des endroits qui vont être impactés par l'érosion, où le développement des sols va s'arrêter complètement, et des endroits non impactés où les sols vont pouvoir continuer à se développer. Et on va voir des pics dans notre signal isotopique du lithium qui vont nous indiquer des fortes dégradations de sol. On va ramener les sols à un état très proche de celui de la roche-mère dès 3800 ans avant l'actuel, ce qui est assez tôt. Et ça, d'abord, plutôt à haute altitude, donc au-delà de 2000 mètres, entre 2 et 3000 mètres, on va dire. Là où on va mettre en place des troupeaux et on va développer le pastoralisme. Et on verra ensuite que c'est d'autres zones dans le bassin versant qui vont être impactées. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de la notion d'anthropocène ? Alors l'anthropocène, donc c'est cette période géologique qui a été proposée pour caractériser la période moderne en disant que les conditions de la Terre avaient changé suffisamment pour qu'on ne soit plus dans la période précédente qui était la période de l'Holocène et qu'on soit passé dans la période de l'Anthropocène, c'est-à-dire que la période pour laquelle l'action des activités humaines devient tellement importante que ça va modifier tout un tas de paramètres et de cycles, le climat, mais aussi les cycles géochimiques en général. Nous, dans cet article, on propose un terme donc on n'est pas les premiers à le proposer. On le réutilise, mais il a été proposé peut-être 3 fois dans la littérature avant nous. On a eu envie de parler d'anthropocène pédologique, d'anthropocène des sols. Donc effectivement, il y a un grand débat sur
quand est-ce que commence vraiment l'impact des activités humaines? Où est-ce qu'il faut placer le début de l'Anthropocène? Faut-il juste placer l'Anthropocène quelque part? Il y a des scientifiques qui ont tranché pour l'instant en disant que non. Il y a des gens qui pensent que l'Anthropocène doit commencer au début des années 1950, pendant la grande accélération. Nous, clairement, ce qu'on voit, c'est que l'impact sur les sols, il arrive bien plus tôt que ça. On commence à avoir un impact qui est non négligeable. Si juste je parle en termes d'impact sur l'érosion, dès 3800 ans avant l'actuel, l'homme devient le facteur majeur de l'érosion des sols, donc dépasse largement le climat. Donc l'érosion liée à l'homme est 2 fois supérieure dès 3800 ans à ce qu'elle serait s'il y avait seulement le climat. Ok. Donc c'est à la fois l'intensité, mais aussi, comme j'expliquais, cette espèce de découplage. Donc on avait un fonctionnement dans tout le bassin versant qui était assez homogène avant l'homme. Tout ce qui se passait, tous les processus qui affectaient les sols, la dynamique des sols était la même dans tout le bassin versant, dans toutes les tranches d'altitude avant l'homme. Et dès qu'on rajoute les activités humaines, là, on commence à avoir un découplage. On va avoir des zones qui vont être dégradées, d'autres non. Ça va pas être les mêmes. Et donc, en fonction des tranches d'altitude, les sols dans le bassin versant ne vont plus évoluer de la même manière. Il va y avoir une évolution hétérogène. Et ça, c'est vraiment la marque aussi de nos activités. En arrivant à faire le pont entre l'eau des cours d'eau à l'actuel, l'eau du lac à l'actuel et la composition élémentaire et isotopique de la calcite à l'actuel, en comprenant tous les paramètres et les processus qui peuvent impacter les différences de signature entre ces 3 différents groupes. Ensuite, une fois que ça c'est bien compris, on arrive peut-être à reconstituer au cours du temps l'eau du lac et les apports d'eau des grands cours d'eau au cours du temps sur les 10 000 dernières années, et peut-être, par chance, on arrivera à montrer que l'évolution des signatures de l'eau des cours d'eau est liée au développement des sols, au développement de la végétation. Donc ça c'est le cœur vraiment du projet ERC LEC-SWITCH, et sur lequel on est en train encore de travailler actuellement. Et le travail qui nous reste à faire, c'est de regarder par contre cette fois une autre phase qui n'est pas les carbonates de calcium, mais qui est la silice biogène, qui correspond au test de diatomée. Donc les diatomées, ils forment un test qui est constitué de silice, pas de calcium. Et en fait, lorsqu'elles meurent, ces tests se déposent au fond dans les sédiments. Et pareil, on veut regarder si ces tests de diatomée, si cette silice biogène va enregistrer la composition de l'eau du lac. Et donc ça va être le travail de Gabriel Mosigno, qui va démarrer un post-doctorat au sein du projet à partir du mois d'avril. Est-ce que par la suite, l'idée, ça pourrait être de faire des projections, puisqu'on a reconstitué on sait à quoi ressemblent les flux d'érosion présents. L'idée, c'est de reconstituer à quoi ça ressemblait dans le passé. Est-ce que ça pourrait permettre de faire des projections sur à quoi vont ressembler ces flux dans le futur? Ça pourrait ou pas? Oui, absolument. Donc l'un des objectifs du projet, c'est donc de déterminer comment les sols et les vitesses d'altération ont varié dans le passé, en fonction de changements climatiques, de changements de température, de quantité de précipitations et des pratiques, notamment des pratiques agropastorales, puisqu'on travaille dans les Alpes, et donc de définir des lois, et donc d'utiliser ces lois ensuite pour les mettre dans des modèles qui vont pouvoir prédire si on a un changement de température de temps, si on a un changement de précipitation de temps, si on va déforester ou si on va avoir telle quantité de pâturage ou de surpâturage par exemple. Comment ça va se traduire en termes de... comment ça va se traduire en termes d'érosion. Ça, c'est des choses qui sont déjà étudiées par beaucoup de recherches, mais aussi comment ça va se traduire en termes de vitesse de formation des sols. Et aussi, si on a une perturbation importante, si on a vraiment une grosse phase d'érosion, on va décaper notre sol de manière importante, à quelle vitesse il va se reformer. Ça, c'est vraiment des choses que on veut essayer de prédire grâce à des modèles et des lois qu'on va définir avec des études de terrain.
Donc à quoi ça sert tout ça? Premièrement, donc il faut pas oublier que c'est de la science fondamentale, hein, c'est la première chose que ça apporte, c'est des connaissances. Donc déjà juste la première connaissance, c'est de savoir depuis quand et comment nos activités humaines ont impacté notre environnement. Alors comme ça va pas changer la vie de tout un chacun, c'est sûr, mais ça nous permet de replacer un petit peu le contexte. Par exemple, on ne peut plus dire, maintenant qu'on a ces résultats, même si on pouvait s'en douter déjà avant, que l'environnement dans lequel on évolue quand on va en montagne, par exemple, c'est un environnement naturel. Non, c'est un environnement qui est complètement anthropisé partout dans les Alpes depuis au moins 3800 ans. Donc on ne se déplace pas dans la nature, en tout cas pas comme elle était avant l'intervention de l'homme. Donc déjà ça c'est un point qui est assez important. Juste d'un point de vue de notre approche et de notre regard qu'on peut porter sur la nature. C'est déjà un petit changement aussi de perspective. Ensuite, bien sûr, l'idée c'est d'aller plus loin. C'est d'essayer de comprendre, et donc c'est pour ça qu'on continue à travailler sur de plus en plus de lacs, et on va essayer aussi d'exporter ce qu'on fait là ailleurs, pas forcément seulement dans les Alpes européennes, voir quelles vont être les pratiques qui vont avoir le plus d'effet en fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'altitude, de la végétation, de la lithologie, donc du type de substrat sur lequel on se trouve. Et à terme, quelque chose qui pourrait être mis en avant par ce genre d'études, c'est de dire, ok, bon, il y a des pratiques qui sont adaptées à un type de milieu, plus ou moins, qui vont avoir un impact qu'on va essayer de minimiser le plus possible, et des pratiques qui sont pas du tout adaptées. Typiquement, il y a des pratiques pastorales qui vont avoir, en fonction des milieux, un effet réellement délétère qui va entraîner quasiment la disparition complète des sols. Est-ce qu'il faut maintenir ce genre de pratiques dans des milieux qui sont très fragiles, ou est-ce qu'on pourrait pas déplacer la pratique, moduler la pratique? Moi, ce que j'espère, c'est que ces données, ces recherches nous permettent d'arriver jusqu'à ça. En tout cas, ça c'est un des objectifs. Pourquoi c'est important de s'intéresser à l'effet qu'on va avoir sur les sols? En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les sols, c'est le support de nos activités et de nos sociétés à l'heure actuelle. Autour de nous, tout est construit sur des sols. Notre agriculture, elle dépend des sols. Donc la production alimentaire, elle dépend fondamentalement de nos sols. La qualité de l'eau dépend de nos sols. Les crues qui vont impacter notre milieu de vie dépendent de la bonne santé aussi des sols et de la végétation. Et donc comprendre notre effet sur les sols pour essayer de le limiter, c'est vraiment primordial, parce que ça va toucher le milieu qui est le support de quasiment 99,9% de la vie sur Terre. Donc détériorer ce milieu, ça va avoir des impacts qui sont vraiment très très importants. Donc je me répète, mais sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur notre capacité à avoir une production alimentaire, notamment dans un contexte où c'est de plus en plus complexe. Donc préserver les sols, c'est vraiment très important, et donc trouver des manières d'interagir avec ces sols qui soient moins délétères, ou le moins délétères possible, le plus adapté au milieu. Je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on doit aller. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser. Enfin, l'Union européenne appelle à ce genre d'études aussi, notamment, et d'autres groupes de recherche à l'international. Donc voilà, c'est vraiment primordial. À la croisée de diverses disciplines que sont la géologie, la géochimie, mais aussi la géographie, l'écotoxicologie et la sociologie, les travaux menés à Editem convergent autour des territoires de montagne. En remontant les traces laissées par l'érosion dans les bassins versants aujourd'hui, le projet Lake Switch vise à étudier comment les Alpes du Nord ont réagi aux changements passés pour peut-être mieux anticiper ceux de demain.